Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je prépare depuis très longtemps. C'est la vidéo spéciale Halloween. Je vais vous raconter deux histoires vraies terrifiantes qui vont vous empêcher de dormir. Bien entendu, éteignez la lumière, prenez un bol de malbouffe, fermez votre porte à double tour, vérifiez qu'il n'y a personne derrière. Et on va commencer par ce serait d'horreur. Allez, c'est parti. Donc les amis, pour la première histoire, je vais vous raconter la terrible mais vraie d'Amityville qui a inspiré Stuart Rosenberg à réaliser en 1979 Amityville, la maison du diable. C'est l'un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma et peu de gens savent qu'il est inspiré de non pas une mais de deux sombres histoires. Notre histoire commence dans une maison apparemment normale située au Long Island dans l'état de New York où un meurtre brutal a été commis et qui, des années plus tard, est devenu le centre du cauchemar d'une famille sans défense qui a dû fuir la maison et laisser tous ses biens derrière eux pour se sauver la vie. Donc, aux petites heures du matin du 13 novembre 1974, la maison apparemment normale d'Amityville, où la famille Defoe menait une vie complètement normale, est devenue une scène de crime horrible. Donc Ronald Defoe Jr., le fils aîné de la famille, s'est levé, a pris un fusil de calibre 35 et a tiré sur ses parents, ses frères et sœurs pendant leur sommeil. Selon Ronald, il a tué sa famille sur ordre de voix mystérieuses qui lui ont ordonné de le faire. Les voix auraient appartenu à une série d'esprits maléfiques qui s'étaient emparés de la maison, torturant Ronald pendant des mois avant qu'il ne commette son crime. Certains experts ont affirmé que Ronald était fou et qu'il a inventé les voix pour réduire sa peine. Malgré la brutalité de ce qui s'est passé dans la maison et sa relation avec les esprits sataniques, plusieurs familles ont emménagé quelques temps après et l'une d'entre elles, celle des Lutz, a même déclaré avoir vécu des événements paranormaux dans la maison, des visions étranges et des voix venant de nulle part. Et c'est justement ce qui les a amenés à prendre leurs enfants avec eux et à tout laisser derrière eux. Dans les années 1970, l'affaire Defoe a laissé certaines personnes penser que Ronald Defoe, qui avait 23 ans lorsqu'il a tué les 6 membres de sa famille, avait été sous le contrôle d'une entité maléfique, contrôlait chacun de ses mouvements. Et c'est cela qui, comme la mort de ses parents, de ses frères et de ses sœurs, a donné lieu à la théorie selon laquelle la maison devait être maudite et possédée. Le jour du crime, Ronald Defoe est allé travailler comme tous les jours, et après sa journée de travail, il a commencé à crier que quelqu'un avait tiré sur toute sa famille. La police est allée enquêter et c'est là qu'ils les ont trouvés avec des blessures par balle à la tête, toujours dans leur lit. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y avait aucune trace de lutte, mais ils n'étaient pas non plus drogués et aucun des voisins n'a entendu de coups de feu ce matin-là. Ronald a été détenu pour être interrogé et a changé plusieurs fois sa version des faits. Il est allé jusqu'à dire que c'était un tueur à gages qui avait tiré sur sa famille, jusqu'à ce qu'il vienne raconter l'histoire des voix maudites. La police ne l'a pas cru et il a été condamné à 25 ans de prison. Après l'arrestation de Ronald, la maison d'Amityville était vide jusqu'à ce que la famille Lutz y emménage en décembre 1975 et c'est cette histoire qui a fini par convaincre le monde que la maison devait être possédée. Selon les Lutz, des substances mystérieuses sont apparues sur les murs, des yeux les regardaient de l'extérieur. Cathy Lutz, la femme, a même été trouvée en lévitation dans son lit et George Lutz a même déclaré que chaque nuit, il se levait à 3h15 du matin, l'heure à laquelle la famille Defoe a été tuée. Donc la seconde et dernière histoire que je vais vous raconter est l'un des cas de possession démoniaque le plus connu de l'histoire qui a inspiré Scott Derrickson à réaliser son film L'exorcisme d'Emily Rose en 2005. Donc derrière ce film se cache l'histoire hyper flippante d'Annelise Michel. Annelise Michel est née en 1952 à Leibfling. Je sais pas comment ça. Ne faites pas gaffe à mon accent allemand, il est tout pourri. À Leibfling, en Allemagne de l'Ouest, au sein d'une famille très croyante. Ce détail a son importance, ne l'oubliez pas. Durant son enfance, Annelise tombait souvent malade. C'était une jeune fille très fragile. La vie se passait normalement, quand au début de son adolescence, elle commence à avoir des difficultés à parler et à marcher, se tenant souvent aux tables, aux chaises ou à tout ce qui pouvait aider à tenir debout. Peu de temps après, une force invisible commençait à s'en prendre à elle, la faisant voler et la projetant au sol.
Elle se relevait aussi vite qu'elle le pouvait, mais la chose la repoussait encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle se lasse de ce jeu cruel et laisse Annelise tranquille. Dès qu'elle commençait à prier, elle se retrouvait à terre et la force l'empêchait de bouger. Elle ne pouvait pas se préparer à ces chutes qui se produisent à n'importe quel moment de la journée et la blessait souvent à la tête. Quand elle voyait sa fille voler à travers la pièce, sa mère s'empressait d'étaler des oreillers et des couettes qu'elle pouvait en trouver autour d'elle, mais son invisible agresseur se montrait particulièrement sadique et Annelise atterrissait souvent sur le plancher. Mais ça n'empêche pas qu'Annelise reste toujours aussi croyante et elle aimait toujours autant aider les autres. Lorsqu'elle avait 16 ans à peine, elle commence à souffrir de sérieuses convulsions, qui sont en gros des pertes de connaissance et ça provoque des énormes tremblements. Lors de ces crises, qui étaient particulièrement fatigantes, la jeune fille perdait sa voix et elle se retrouvait incapable d'appeler à l'aide. Un neurologue d'une clinique psychiatrique la diagnostique alors épileptique et se retrouve internée pour être soignée. Malheureusement, tous les médicaments qui lui étaient donnés restent sans aucun effet. Et c'est là qu'Annelise commence à sombrer dans la dépression, faute de ne pas lui avoir trouvé un bon traitement. Lors de ses prières quotidiennes, elle voyait des visages démoniaques grimaçants et elle entendait des voix qui l'assuraient de sa malédiction éternelle. Annelise est restée internée pendant 1 an sans aucune amélioration de son état. Malgré ses différents traitements, Annelise était toujours victime de sérieuses convulsions. Des visages diaboliques lui apparaissaient plusieurs fois par jour et elle entendait toujours des voix qui lui promettaient de brûler en enfer. Annelise s'est mise à rejeter tous les signes religieux comme la Bible, la croix du Christ, etc. Vu que ça ne s'améliorait pas, les parents d'Annelise ont décidé de se tourner vers l'église et ont demandé à des prêtres d'exorciser leur fille. Mais comme elle ne présentait que peu de vrais signes d'une possession démoniaque digne de ce nom, qui est donc apprendre une langue morte sans la connaître, découvrir des choses passées ou secrètes, faire preuve d'une force inexplicable et montrer du dégoût pour les choses saintes, et les prêtres donc leur ont conseillé de continuer son traitement médical. En 1974, le père Renz examina une nouvelle fois Annelise et constate que son état de santé s'est encore aggravé et accepte de pratiquer un exorcisme. Avant de procéder au rituel, il devait demander l'autorisation à l'évêque local, qui lui a refusé, mais devant le désespoir de la jeune femme et celui de ses parents, le prêtre finit par céder et décide de le tenter malgré tout. Le jour de l'exorcisme, le père Renz ordonne mentalement au démon de sortir de la possédée, mais Annelise devient folle et se jette sauvagement sur lui arrache son chapelet et le détruit. Normalement, aucun démon n'aurait dû être capable de toucher cet objet, car seuls les plus puissants d'entre eux osaient s'approcher de symboles religieux. Les crises d'Annelise deviennent encore de plus en plus violentes. Toute la journée, elle hurle, elle brise des crucifixes, elle se montrait agressive, elle insultait les membres de sa famille, elle allait même jusqu'à les taper ou à les mordre. Dépassé par la situation, le père Renz invite alors le père Ernst Alt à l'aider. Et plusieurs exorcismes sont organisés mais qui restent sans résultat. Pour le père Alt, Annelise ne ressemblait en rien à une épileptique. Persuadé que la jeune femme souffrait d'une possession démoniaque, il demande à l'évêque de leur permettre de pratiquer un exorcisme selon le rituel romain de 1614. Cette autorisation est particulièrement importante car elle renforce la puissance du rituel. Désespérés par l'état de leur fille, les parents d'Annelise qui tentaient depuis des années de lui trouver un traitement médical arrêtent leurs recherches et mettent tout leur espoir dans les deux prêtres. La première séance officielle d'exorcisme est effectuée le 24 septembre 1974 à Klingenberg, qui est le début d'une longue série. Ce jour-là, le père Renz effectua le rituel romain catholique classique et à sa grande surprise, les démons qui possédaient Annelise commencent à parler d'eux-mêmes sans y avoir été obligés, sans y avoir été provoqués. Les prêtres les interrogent et leur demandent leur nom. Et empruntant des voix différentes, les esprits maléfiques se présentent. Donc attention, accrochez-vous bien, il s'agit que de gens bien. Donc se trouvait là Judas, un apôtre de Jésus qui l'a trahi, Néron qui est considéré comme l'un des pires empereurs romains, Caïn qui a tué son frère Abel dans la Bible, Lucifer qui est le fils de Jupiter qui a mal tourné et qui est considéré comme le premier diable, Adolf Hitler que tout le monde connaît, et Valentin Fleischmann qui a été reconnu coupable pour meurtre et autres. 42 heures d'exorcisme ont été enregistrées et chacune d'elles sont toutes terrifiantes. Les séances étaient d'une telle violence qu'il fallait souvent 3 hommes pour maintenir Annelise dans son fauteuil. Ils étaient même obligés de l'attacher. 67 séances d'exorcisme avaient été effectuées allant sur une durée de 10 mois. Mais l'état d'Annelise ne cessait d'empirer.
Elle était physiquement épuisée. Tous les jours, elle se sentait obligée de faire des génuflexions. Donc voilà, elle faisait des petits squats comme ça pour le plaisir. Et en fait, cette pratique est devenue une telle obsession pour elle qu'elle en avait les ligaments des genoux déchirés. Et elle ne pouvait pas se déplacer sans être aidée. Aux alentours de Pâques, elle déclare qu'elle ne veut plus manger ni boire afin de se libérer de l'influence de Satan. Parfois, des marques de stigmates, donc en gros, c'est, vous savez, les trous là qui apparaissaient sur Jésus là. En gros, c'est ça, voilà, des trous dans les mains et dans les pieds. Et malheureusement, à l'âge de 24 ans, Annelise attrape une infection au poumon et elle est dans un état épouvantable. Elle est faible, amaigrie, elle présente de nombreuses plaies sur le corps, des coupures et des éraflures sur le visage, et beaucoup de ses dents sont cassées. Et surtout, elle est tourmentée en permanence. Affaiblie et fébrile, elle meurt en juillet 1976 pendant son sommeil. Annelise Michel est enterrée dans le coin d'un cimetière réservé aux suicidés et aux illégitimes. Les prêtres Ernst Alt et Arnold Renz ont été reconnus coupables pour homicide involontaire et la justice allemande les a condamnés à 6 mois de prison. Et en tout, 40 cassettes audio ont été enregistrées. Et bien voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle est l'histoire qui vous a fait le plus peur. Likez, commentez, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et surtout abonnez-vous à mon compte Instagram. Je mets beaucoup d'infos sur ma chaîne YouTube, donc suivez-moi sur mon compte Instagram. Le lien je vous le mets dans la description. Sur ce les amis, je vous dis ciao.